No nation in the world could achieve what America achieved. Trump est à l'image de ce qu'il fait aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas les lois nationales et de la même manière ne respecte pas les lois internationales. La Maison-Blanche a publié un visuel sur Instagram qui comprenait donc l'acronyme FAFO, Fuck Around and Find Out. On va dire traduire poliment par chercher les ennuis et les trouver. Qu'est-ce que ça dit justement de la rhétorique et du positionnement du président américain? Quand il parle de sa relation avec les Amériques, donc ce qu'on appelle en anglais l'hémisphère occidental, c'est toujours en termes de domination. Il met cette action au Venezuela comme étant la marque que dorénavant nous allons dominer. We are going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious transition. Est-ce que l'intervention des États-Unis au Venezuela et la capture en fait du président Nicolás Maduro marque une rupture dans la politique étrangère menée par Trump, notamment par rapport à son premier mandat? Ça montre une rupture au niveau de l'action, mais c'est quelque chose dont il avait déjà parlé dans son premier mandat. Dès 2017, il avait évoqué une action militaire contre le Venezuela et contre Maduro spécifiquement. Donc c'est quelque chose qu'il a en tête depuis très longtemps, mais qu'il ne mettait pas en place, notamment parce qu'il avait à l'époque un cabinet qui, je dirais, calmait un petit peu ses ardeurs. Là, il a un cabinet qui est très différent, avec des gens qui sont vraiment qui ont été pris et choisis par Donald Trump pour leur loyauté, et qui donc vont mettre en place tout ce qu'il demande. Il n'a jamais été réellement un isolationniste, et d'ailleurs, il dit que America First, c'est justifié par les intérêts nationaux, par la sécurité nationale, la drogue par exemple, et éventuellement aussi l'acquisition de richesses, mais tout est vu en termes de sécurité nationale, comme on peut le voir d'ailleurs dans le document qui est sorti sur la stratégie de la sécurité nationale de l'équipe Trump. Quand il a parlé de America First, pour beaucoup d'Américains qui l'ont entendu, c'est vraiment s'occuper de nous. Avec Donald Trump, on est toujours sur l'ambiguïté des mots, et il utilise des expressions, et la définition de ces expressions change, et surtout, il laisse les gens un petit peu penser ce qu'ils veulent, parce qu'il faut voir que le mouvement MAGA et les républicains en général, sont de nombreuses factions avec des intérêts et des obsessions, je dirais, très différentes. Ça marque pas du coup une rupture avec son premier mandat. Est-ce que ça marque une rupture en revanche avec les décennies qui sont écoulées de politique étrangère américaine? La dernière fois que la doctrine Monroe a été invoquée, notamment pour se débarrasser, je dirais, d'un leader étranger, c'était Manuel Noriega, et c'était avec George Bush père en 1989, mais c'est quelque chose qu'on voit à travers l'histoire, depuis notamment la fin du 19e siècle. Il y a vraiment une implication de plus en plus forte des États-Unis depuis Roosevelt, le corollaire de Roosevelt, avec également des volontés de changement de régime. On l'a pu le voir au Chili, on a pu le voir à Cuba à une époque. Ça s'accompagnait toujours d'une rhétorique sur les valeurs, notamment depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'était toujours au nom du combat contre le communisme pendant toute la période de guerre froide, au nom de la liberté. Là, le narco-terrorisme, comme il le dit... qui est son terme à lui. C'est un terme à lui qu'il aime bien, qu'il utilise parce que ça permet aussi de justifier, de ne pas être en termes de guerre réellement. C'est-à-dire qu'on voit ça comme une opération de justice, et donc ça permet de justifier une opération militaire par une question de justice au niveau national et une question de sécurité nationale, encore une fois. Donc c'est la lutte contre les criminels, la lutte contre le narcotrafic, quelque chose qu'il espère peut être accepté par sa base dans ses interventions, car il faut quand même voir qu'il y a une bonne partie de la base MAGA qui est en refus d'intervention militaire dans le monde. Il y a beaucoup de parallèles qui ont été faits, notamment avec des précédentes interventions américaines, et je pense à l'Irak en 2003. Est-ce qu'effectivement on peut y retrouver, notamment avec la question des changements de régime imposés par d'autres pays, est-ce qu'on peut y retrouver quelque chose aussi? Je pense qu'on peut retrouver quelque chose avec ce qui s'est passé en Irak, notamment avec ce que dit Trump sur le pétrole, parce que c'est quand même intéressant. C'est-à-dire que ce qui avait été dit, c'est que pour justifier aussi, alors il y avait les armes de destruction massive en Irak, mais il y avait aussi l'idée de tout cela sera payé par le pétrole et on va s'enrichir. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. Mais là aussi, ça pose énormément de problèmes parce que il met beaucoup de pression sur les compagnies de pétrole pour réinvestir, mais le problème pour les compagnies de pétrole, c'est que ce sont des milliards à réinvestir pendant de nombreuses années. Il n'y aura pas nécessairement un retour sur investissement immédiat. Ça peut prendre
jusqu'à, paraît-il, selon les experts, jusqu'à une décennie pour arriver au maximum de ce que produisait le Venezuela à une époque, quand il était à son pic, et cela uniquement s'il y a un régime stable, parce qu'il y a le risque qu'il n'y ait pas un régime stable, et puis il y a aussi un risque que Trump ne soit plus au pouvoir, enfin, ou une chance qu'il ne soit plus au pouvoir. Donc, ça veut dire que pour des compagnies de pétrole qui ont soutenu quand même Donald Trump lors de sa campagne, c'est quand même des investissements importants et risqués. Ce qui sera intéressant de voir, c'est quelle va être l'évolution de l'opinion de la base des électeurs républicains, des électeurs MAGA, par rapport à ça, notamment parce qu'il va y avoir d'autres séquences importantes, il va y avoir le budget encore, il va y avoir également la question de l'économie, et puis on est en campagne, on va rentrer en campagne sur les midterms. Il va falloir voir si Trump va au bout des choses et commence à envoyer des militaires sur place. Ça va être la grande question, parce que le risque, c'est effectivement un embourbement d'une certaine manière, de s'embourber dans une guerre, et là, ça risquera de remettre en cause beaucoup de son personnage, en fait. Il y aurait des fractures si jamais on en arrivait dans quelque chose qui serait une sorte de gouvernement avec des militaires sur place, avec des Américains sur place, qui pourraient risquer leur vie, parce qu'il pourrait y avoir aussi une résistance sur place. Il faut voir que beaucoup de Vénézuéliens sont très contents qu'il n'y ait plus Maduro, mais c'est pas pour autant qu'ils ont envie d'être dirigés par l'administration Trump. C'est pour ça que c'est assez mystérieux quand il parle de contrôler l'État vénézuélien jusqu'à ce qu'il y ait une transition favorable, d'un gouvernement qui serait favorable à l'administration Trump, bien évidemment. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. We want peace, liberty and justice for the great people of Venezuela, and that includes many from Venezuela that are now living in the United States and want to go back to their country. Ce qu'il dit, c'est compliqué, et c'est aussi une stratégie, c'est-à-dire c'est de rendre les choses très ambiguës, et que tout puisse être imaginable, et ça, c'est aussi une manière de mettre mal à l'aise les potentiels adversaires, c'est-à-dire ils ne savent pas sur quel pied danser avec Donald Trump. Et ça, il sait très bien que c'est un de ses pouvoirs, en fait. Qu'est-ce qu'il a à y gagner, justement? D'abord, il faut voir que pendant qu'on parle de cette question, que ça fait les grands titres, On parle de lui. on parle de lui. On parle de lui en termes de puissance, et puis on ne parle pas de l'affaire Epstein, on ne parle pas de l'économie, on ne parle pas de tous ces sujets qui fâchent et qui divisent son électorat d'ailleurs. Donc ça, c'est une première chose. Et puis c'est aussi une manière, à peu de frais finalement, de montrer sa puissance et la domination qu'il veut incarner.